Bonjour, bienvenue à notre forum. Je remercie Madame la Secrétaire Générale des Affaires Maritimes, Madame Asma Sahiri Labidi, d'être parmi nous. Monsieur le ministre Ricardo Serrao Santos, ministre de la Mer du Portugal. Je remercie Ses Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs. Hier, c'était une journée dense, dense en thématique, dense par la présence des figures emblématiques qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous. Je pense à Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. Je pense à Madame la ministre Annick Girardin, ministre de la Mer France. Je pense à Marius Bassega, qui était aussi parmi nous. Et aujourd'hui, c'est une autre journée, avec d'autres thématiques qui vont être abordées, mais des thématiques qui vont porter vers des conclusions, vers de nouvelles recommandations pour notre Tunisie, mais aussi également pour notre bassin méditerranéen. Olivier, je te laisse la parole. Merci Rim, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Donc après cette journée d'hier dont a parlé Rim, et je remercie encore les autorités tunisiennes que vous représentez, Madame la Secrétaire Générale, de s'être mobilisée de cette manière exemplaire qui montre vraiment cette capacité d'accueil, de production de grands événements internationaux à la Tunisie. En Tunisie, dans quelques semaines, je crois, en novembre, la Tunisie organisera aussi le sommet de la francophonie. Voilà, c'est pour porter aussi ce message d'une Tunisie qui va bien. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter pour la Tunisie, parce que sinon on s'inquiète pour toute la planète. Inquiétons-nous peut-être pour les océans. Et donc aujourd'hui on est en format atelier, donc on a choisi de travailler ensemble, donc avec des spécialistes, pas du grand public, et donc il n'y a pas de, je veux dire qu'il n'y a pas de vedettes. Nous sommes tous des vedettes puisque nous sommes celles et ceux qui travaillons sur les sujets. Nous avons souhaité, à partir d'un texte qui est ce plan pour une Méditerranée exemplaire, d'essayer de réfléchir avec des experts dans ce format au sujet que vous voyez présenté dans le programme, à savoir la biodiversité marine. Donc juste après cette première ouverture, un atelier consacré à cette biodiversité maritime avec beaucoup de gens de l'extérieur aussi en online. Nous sommes à près de 3000 connexions online en ce moment, donc le forum, dans le fond, la grande mutation des années post-Covid, c'est que probablement tous ces forums se tiennent en physique avec les gens indispensables, et puis il y a tous les autres qui ne peuvent pas venir ou qui sont loin, mais qui nous suivent. Et puis nous aurons un moment très passionnant, je vous incite à vraiment y participer, avec François Ollier, qui est le président directeur général de l'IFREMER, et Shmi Missaoui, qui est le président de l'Institut national des sciences et technologies de la mer, et puis aussi avec Valérie Verdier, la présidente directrice de l'Institut de recherche et développement, l'IRD. Déjeuner, et puis on conclura la journée par 2 ateliers sur les pollutions marines qui commencera à 14h30, puis un deuxième atelier qui commencera à 15h30, le dernier d'entre eux, très court, consacré au transport maritime, suivi d'un petit point sur la pêche durable. Voilà, donc on sera dans ce format atelier, et puis on se retrouvera dans une forme plus publique pour la conclusion, surtout pour en fait présenter un petit spectacle assez beau que j'ai aperçu d'une demi-heure sur la mer, voilà, florilège marin produit par Dali Ogbi. Voilà, mais dans un premier temps, je serais heureux que vous accueilliez avec beaucoup de chaleur notre secrétaire, votre plutôt, secrétaire générale des Affaires maritimes, Madame Asma Labidi Chéri, qui va nous dire quelques mots d'accueil. Bonjour, Monsieur le ministre de la Mer du Portugal, Monsieur les délégués interministériels à la Méditerranée, voilà, Monsieur Karim, Monsieur le directeur de l'Institut international pour la paix, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le président du Forum mondial de la mer BIZERT, Madame la présidente de l'association La Saison Bleue, Mesdames et Messieurs, chers participants. Ravi encore une fois d'être parmi vous pour cette 2e journée du Forum mondial de la mer BIZERT, après une première journée qui était riche en contenu, conclusions et recommandations,
est hautement honoré par la présence de grandes personnalités politiques et scientifiques, nationales et étrangères, que nous remercions vivement pour leur présence et l'apport qu'ils ont donné à cette nouvelle édition du Forum mondial de la mer Bizerte. Mesdames et messieurs, l'ensemble de l'espace maritime et côtier de la Tunisie recèle un capital inestimable en termes de patrimoine naturel marin et de ressources marines vivantes et non vivantes. La Tunisie compte 64 îles et îlots et presque 1800 kilomètres de littoral, si on compte les côtes des îles, îlots et archipels, abritant des écosystèmes variés. À ce jour, en Tunisie, plus de 600 espèces végétales, marines et aquatiques ont été recensées tout au long du littoral tunisien. Et plus de 3400 espèces animales, marines et aquatiques sont identifiées. Une exploitation efficiente et rationnelle de ce capital maritime pourra renforcer les potentialités de développement du pays. Or, cette diversité biologique subit des pressions nombreuses et de plus en plus croissantes, telles que le trafic maritime international, notamment au niveau du canal de Sicile, l'érosion maritime, les déchets en mer, la pollution de sources marines, mais aussi de sources telluriques, l'élévation du niveau de la mer due au changement climatique, la surpêche et la pêche illicite. Le littoral tunisien recèle une forte concentration urbaine et touristique. 65% des agglomérations urbaines y sont implantées et près de 95% des capacités hôtelières sont à vocation balnéaire. La quasi-totalité de l'industrie tunisienne est localisée dans les zones côtières et qui sont responsables de diverses pollutions. Cette image, on la retrouve désormais et à quelques détails près dans la quasi-totalité des pays riverains de la Méditerranée. Nul ne conteste aujourd'hui que la Méditerranée est l'espace par excellence d'enjeux contradictoires, de développement et de pressions multiples. Elle est le siège d'une activité anthropique, intense, appliquée depuis des décennies. Navigation, pêche, activités offshore, pollution tellurique et marine, qui a nettement affecté l'environnement et l'écosystème marin et a conduit à la dégradation de l'état de la mer. Face à cette situation, nous sommes tous appelés à envisager la transition vers un développement durable et responsable et d'une meilleure politique de gouvernance des activités menées dans notre espace commun, la Méditerranée. Cette transition n'est possible qu'à travers une action concertée et plus d'efforts pour arrêter cette détérioration. Le cadre législatif adopté par les organisations internationales et régionales offre le cadre approprié pour protéger la Méditerranée. Cependant, il est nécessaire de faire des efforts et des mesures supplémentaires au niveau national et régional pour rétablir la situation en Méditerranée. Toutefois, il faut reconnaître que la responsabilité de cette situation que connaît la Méditerranée reste partagée, mais non d'une façon égale. En effet, les pays de la rive sud sont en train de subir une bonne partie de l'activité anthropique qui caractérise la Méditerranée et de ses conséquences. Franchir l'écart de niveau nord-sud dans la région nécessite plus de coordination, de partage du savoir-faire, de soutien pour réussir ces efforts et ces initiatives, et surtout une application effective du principe des responsabilités communes mais différenciées, afin de pouvoir atteindre notre objectif de sauver la Méditerranée. Mesdames et messieurs, permettez-moi encore une fois de renouveler tous mes remerciements pour votre engagement, chacun dans son domaine d'activité, pour enrichir les débats, la réflexion au cours de ce forum
pour aboutir à des solutions adéquates afin de préserver notre Méditerranée et assurer une transition écologique qui prend en considération les moyens et le potentiel de chaque pays de notre espace commun. Merci. Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Eh bien, on va rentrer dans le dur de l'atelier, si j'ose dire, autour de ce thème d'une Méditerranée exemplaire. Alors, je ne sais pas si 2030 est un chiffre qui a été lancé parce que ça sonne juste, mais en tout cas, le sujet d'une Méditerranée exemplaire et l'idée qu'ensemble nous y travaillons est un sujet d'urgence, et nous avons la chance d'avoir 2 témoins ou 2 acteurs pour intervenir. Et donc, dans quelques minutes, Nejib Frigi, qui est le directeur de l'Institut international pour la paix, pour la zone MENA, interviendra. Je crois qu'il connaît bien la Tunisie pour être tunisien. Et on va demander à Karim Amellal d'ouvrir cette séance. Karim Amellal est ambassadeur délégué interministériel à la Méditerranée. Merci d'accueillir Karim Amellal. Super, merci beaucoup, merci Rim, Olivier. Voilà, Karim est une personnalité importante pour nous parce qu'il est interministériel. Vous savez ce que ça veut dire, Madame la Ministre, la mer étant interministérielle, la Méditerranée est interministérielle. Donc c'est l'homme de la Méditerranée et il prépare notamment un grand rendez-vous, je crois savoir, mais Karim, vous nous le direz, en début d'année 2022. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci d'abord à la Tunisie et aux autorités tunisiennes de nous accueillir. Moi, je suis ravi d'être là, ce magnifique événement. C'est mon premier forum mondial de la mer et je voudrais saluer la qualité, la richesse des débats et puis remercier au passage les initiateurs, les organisateurs de ce bel événement, Pascal Lamy, Rim Benzina, évidemment Olivier Poivre d'Arvor, et puis toute l'équipe aussi qui s'active en coulisses pour que ce bel événement soit ce qu'il est et ce que nous constatons aujourd'hui. Méditerranée, mer exemplaire. Alors ça sonne, ça peut sonner comme un oxymore en réalité, comme une alliance des contraires, parce que d'exemplarité dans cet espace que nous connaissons et que nous partageons, il n'y en a pas beaucoup. Le constat a été fait par Madame la secrétaire générale et puis il a été fait tout au long de la journée d'hier. Je crois que chaque citoyen de la Méditerranée, chaque Méditerranéen peut constater jour après jour de quelle manière son environnement, notre environnement commun se dégrade, se détériore. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui en tout cas pour parler de ce qui ne va pas et pour faire ce constat qui a été maintes fois fait, documenté par nombre de scientifiques. Nous sommes là pour parler des solutions, pour parler des initiatives, pour parler des stratégies que nous pouvons mettre en œuvre collectivement pour tracer un chemin qui nous permettra d'arriver à une mer exemplaire, justement, et de produire ensemble cette mer exemplaire. Et pour essayer d'élaborer collectivement des solutions qui, comme le disait Pascal Lamy hier, ont un maximum d'impact. C'est ça qui est important. Alors, il y en a déjà eu un certain nombre qui ont été évoqués hier, des solutions, et puis il y en aura beaucoup d'autres qui seront évoquées, présentées tout au long de la journée dans le cadre des différents ateliers. Mais il y en a une qui structure un petit peu les débats, et j'en suis ravi, ce que disait Olivier à l'instant, c'est ce plan d'action pour une Méditerranée exemplaire que nous portons, que la France porte avec la Tunisie, avec le Portugal, je salue la présence du ministre de la Mer portugais, et avec d'autres pays de la Méditerranée, de la rive nord et de la rive sud, qui n'est pas un énième traité, ça n'est pas une énième déclaration qui ne servira à rien, bien que ce soit important tout de même. Ce plan d'action pour une Méditerranée exemplaire traduit l'engagement politique des États,
de quelques États au départ, de beaucoup d'États maintenant, et puis on l'espère d'un maximum d'États, de pays riverains de la Méditerranée, autour d'un certain nombre d'axes qui vous seront présentés tout au long de la journée et qui structurent ce plan d'action. Je les énumère très rapidement. La protection de la biodiversité, d'abord, la lutte contre la surpêche, la lutte contre la pollution plastique, et puis des infrastructures portuaires notamment, plus durables. Ce sont des actions concrètes, des actions claires, des axes clairs qui structurent cette feuille de route, parce que c'est une feuille de route qui doit nous permettre justement d'arriver à une Méditerranée ou à une mer exemplaire d'ici 2030. Et puis ce plan d'action, il est structuré par ces axes, mais il est surtout structuré par des projets, par des grands projets. Alors, il y en a beaucoup qui vous seront présentés. Je pense par exemple à Medfund, qui se propose de soutenir les aires marines protégées méditerranéennes, 80% des aires marines méditerranéennes d'ici 2025. C'est un projet qui est concret, c'est un projet avec du financement. Et des projets comme ça, il y en a beaucoup, et c'est ce que nous voulons promouvoir dans le cadre de ce plan d'action. Cette dynamique de projet dans le cadre du plan d'action et puis dans le cadre de tous ces rendez-vous qui ont été évoqués, le One Planet Summit de cette année, où est né d'ailleurs le plan d'action pour une Méditerranée exemplaire, le Forum mondial de la mer, l'événement qui aura lieu au début de l'année prochaine, qui s'intitule le One Ocean Summit, l'événement que nous organiserons à l'initiative du président Macron en février à Marseille autour de la Méditerranée, des mondes méditerranéens. Tous ces événements-là placent les projets, la dynamique des projets au cœur du sujet, et je crois que c'est fondamental. Sans ces projets-là, je crois qu'il n'y aura pas de mer exemplaire. Et je terminerai par dire un mot de ce qui, à mon avis, est la condition de la réussite collective. C'est la démarche partenariale. C'est-à-dire qu'aucun acteur aujourd'hui, sur ces sujets-là, sur la biodiversité, ne peut prétendre détenir à lui seul la solution, et encore moins la mettre en œuvre à lui seul. Ni les États, ni les ONG, ni les acteurs locaux, ni les entreprises, mais je crois que ce sont tous ces acteurs articulés, coordonnés et réunis qui peuvent permettre non seulement de trouver des solutions, mais surtout, c'est peut-être plus important d'ailleurs, de les mettre en œuvre. On en a eu un exemple hier d'ailleurs, avec les acteurs locaux, très volontaristes, très énergiques, à travers une belle initiative qu'est ce Parlement de la mer. Mais je crois que c'est tous ensemble que non seulement nous parviendrons à tracer un chemin vers une Méditerranée exemplaire, mais beaucoup plus important encore, à le parcourir ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci Karim, merci. Merci pour Merci, ton élan, Karim. merci pour ton engagement et ces conclusions très pertinentes. C'est des conclusions provisoires, parce qu'ils restent là. Je sais. Nous le gardons en otage. Et nous invitons Najib Frigi, directeur de l'Institut international pour la paix, à nous rejoindre. Il n'y a pas le droit à la musique, Najib ? Il faut que tu refasses le chemin. Voilà. Tu arrives sur cette musique. À quelle vitesse ? À la bonne vitesse, voilà. Je peux parler de l'autre côté parce que je veux cacher... Absolument. Et je vais libérer Rim parce que je vais continuer l'entretien avec ces messieurs. Voilà. Tu dois te libérer, non ? Je dois te libérer. Merci. Ok. Ah oui. Bonjour. Salam alaikum, aslama. Enfin, en fait, je veux cacher la source de mon discours. Il n'y a pas de secret ici. Chers amis, présidente Rim, notre fierté, Rim Benzina, ambassadeur, complice, Olivier Poivre d'abord, maître président Pascal Lamy. Je dis maître parce que quand il était le conseiller de Jacques Delors, quand j'étais un jeune journaliste à Bruxelles, il m'a inculqué le rêve de voir se passer dans cette partie du monde, de la Méditerranée, ce qui s'est passé en Europe. Allah m'aidera. Madame Asma Shahir El-Abidi, secrétaire général des Affaires maritimes de ma chère Tunisie. Monsieur le ministre de la mer du Portugal, je crois que c'est le membre le plus assidu à ces réunions. Il ne rate pas une seconde. On dirait qu'il est tenu à nous suivre à la lettre.
Et on a beaucoup de rendez-vous à venir, Inch'Allah. Je suis très heureux de vous joindre à Bizerte, ville symbolique à plusieurs niveaux. Heureux de retrouver ces dynamiques amis tunisiens et européens qui sont à l'œuvre dans l'architecture de l'avenir de notre chère Méditerranée. Vous êtes ainsi les co-auteurs de notre futur. You are making history. Très heureux aussi de noter que cette réunion, cet événement, sans diminuer le rôle des hommes, est en majorité dirigé par des femmes. Et je suis doublement fier en tant que Tunisien, en tant qu'Onusien et en tant qu'individu. Merci à nouveau, Rim, Pascal, Olivier et Samir qui n'est pas là, le gouverneur de Bizerte. Passons au vif du sujet avec le lourd constat. Et bear with me. L'ordre régional au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ne cesse de se dérouler. De la menace croissante d'acteurs non étatiques, transnationaux violents, des conflits sectaires et des allégeances changeantes, la région traverse une phase critique, ce qui pourrait conduire soit à plus de progrès quand on a des éléments comme vous, Rim et les autres, soit à davantage d'instabilité. À nous de choisir, et je crois qu'ici, dans cette chambre, dans cette salle, le choix est fait pour la stabilité, le progrès, la démocratie et l'intégration. Dans cet environnement, la fragmentation régionale, l'une des caractéristiques inquiétantes de cette région, est devenue un handicap encore plus défiant. De multiples caractéristiques, telles qu'une langue commune et un patrimoine historique dans cette région, et malgré ça, cette région reste malheureusement l'une des régions les plus désintégrées du monde. Nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs ou bien loin pour trouver un exemple d'une région autrefois fracturée et théâtre des atrocités les plus brutales, s'unissant pour devenir l'un des blocs les plus intégrés au monde, l'Union européenne. Ne me sortez pas le Brexit, ne me sortez pas la crise en Grèce ou ailleurs. Ça fait un petit détail pour cet ensemble grandissant et prometteur. Cherchant à mettre fin aux guerres sanglantes et fréquentes entre voisins, les pionniers architectes de la construction européenne, inspirés par Jean Monnet, et Dieu sait qu'on a plein de Jean Monnet dans cette partie du monde, et plein de De Gaulle et de... peut-être pas plein de De Gaulle et de Adenauer, que beaucoup appellent donc Jean Monnet le père de l'Europe, ont réalisé ce qui a fait unir les pays européens. Ils ont créé avec des partenaires déterminés, bien sûr, je n'apprends rien aux Européens, mais je parle aux Tunisiens et aux riverains sud de la Méditerranée, ils ont réalisé la communauté européenne du charbon et de l'acier, le réalisme européen à l'époque. On commence par des éléments concrets pour arriver à des objectifs plus larges. Et ceci, c'était dans les années 50. Donc, on parle de 5 ans, mais concrètement 9 ans après la fin de la guerre mondiale. Et enfin, ils sont parvenus à faire démarrer le processus d'unir les États-nations, économiquement d'abord, et par la suite politiquement, pour garantir une fin durable dans ce continent qui a connu toutes les formes de conflit. Et à titre d'exemple, en 2020, si mes statistiques sont correctes, la plupart des États membres européens avaient une part des exportations intra-Union européenne comprise entre 50 et 75%. Alors que, par contre, le commerce régional, au sein de la région MENA, au cours des dernières années, a oscillé au-dessous de 10%. Je crois que 10%, c'est très, très ambitieux et très optimiste. Ce qui contraste clairement avec l'opportunité manquée dans la région.
La région MENA n'a pas besoin d'une approche copier-coller de celle de l'Union européenne. Nous pouvons cependant examiner les leçons apprises et créer une approche locale de l'intégration régionale, ce qu'on appelle le Homegrown Initiative. Ceci est au sommet de notre ordre du jour à l'Institut international pour la paix, International Peace Institute, Moyen-Orient et Afrique du Nord. En tant que think tank, et aussi on se considère comme do tank, groupe de réflexion international indépendant et à but non lucratif ayant pour siège New York, cross the street, donc de l'autre côté de la rue de l'ONU, c'est l'ONU qui nous a créés en fait. Nous nous engageons à gérer les risques et à transformer et à renforcer plutôt la résilience pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable. J'arrive un peu, Olivier, à notre sujet, la Méditerranée, comme exemple d'intégration régionale. Les rives du bassin méditerranéen lient 3 continents. Cette mer est une ressource importante pour tous ces pays. Elle va de pair avec la sécurité économique, telle que le commerce et les moyens de subsistance, ainsi qu'avec la sécurité environnementale, ce qui concerne les impacts du changement climatique et la conservation de la biodiversité. Je ne veux pas non plus omettre que la région méditerranéenne, ces dernières années, est devenue aussi le passage d'un grand nombre, de manière dramatique, de migrants clandestins. Donc en renforçant les plateformes régionales existantes et en créant de nouvelles initiatives, une région intégrée peut être un réseau structuré capable de créer des effets d'entraînement positifs qui atténueront et relèveront les divers défis économiques, sociaux et géopolitiques de la région. Ceci tout en augmentant la résilience face au changement climatique et en réalisant une mer exemplaire d'ici 2030, dans le cadre d'économie bleue durable. Les interdépendances peuvent faciliter la coopération et la communication nécessaires pour générer l'élan vers l'intégration régionale dans cette partie du monde, ce qui renforcera aussi les chances d'avoir une intégration beaucoup plus élargie autour de tout le bassin méditerranéen. La Méditerranée orientale, à titre d'exemple, est également devenue le site de tensions géopolitiques ces dernières années à la suite de nouvelles découvertes de réserves énergétiques susceptibles de changer le paysage de la sécurité énergétique nationale, régionale et européenne et même internationale. C'est un moment opportun pour appliquer une approche sensible au niveau régional tout en s'appuyant sur d'autres instances régionales et institutions existantes comme cadre de coordination. À cette fin, la création du Forum de gaz EastMed en 2019, signé par 7 gouvernements régionaux, sont des mesures encourageantes qui reconnaissent comme une alliance, qui sont reconnues comme étant une alliance dans le développement et le transport des réserves de gaz aux consommateurs de la région et au-delà. Ceci peut assurer la sécurité énergétique commune et le développement économique et la paix pour tous. Il est clair que la Méditerranée peut servir d'exemple de collaboration, de partenariat et de coopération, ainsi que d'intégration en matière de sécurité économique et énergétique, de partage des avancées technologiques dans la lutte contre le changement climatique et bien sûr d'assurer la participation cruciale des jeunes femmes et hommes, comme je vois aujourd'hui et ces derniers jours, de la région MENA en tant que leader de nos temps et des générations futures. J'appelle tous les participants à se joindre à l'International Peace Institute dans notre initiative d'intégration régionale dans la zone sud-Méditerranée. L'intégration régionale est porteuse de développement durable, de sécurité pour la région et surtout de paix durable dans cette région où l'on trouve toujours le plus grand nombre de conflits. Avec l'intégration régionale en Europe, un tel acquis dans cette
parties du monde, dans cette région sud-Méditerranée, cette intégration ferait de la Méditerranée une véritable mer exemplaire. Shukran et je vous remercie. Merci beaucoup, Nejib. Si tu veux bien rejoindre quelques instants, je ne sais pas s'il y a un autre micro possible pour Nejib, mais on va t'installer ici. Un petit mot, peut-être, Karim. Nejib a élargi la perspective de la Méditerranée à celle d'une région plus large. Et donc, quand tu parlais, Nejib, des trois continents, c'était l'Europe, c'était... L'Afrique et l'Asie. L'Afrique et l'Asie, voilà. Est-ce que sur ce regard d'une Méditerranée élargie, il y a quelque chose de plus à dire que ce que tu as pu dire en introduction? Je crois que c'est évidemment l'approche qu'il nous faut privilégier. Enfin, on ne peut pas avoir une vision qui soit cantonnée à un trop petit groupe de pays. Les enjeux dont nous parlons aujourd'hui, celui de la biodiversité en particulier, et de façon plus générale l'environnement dans ses multiples composantes, ne peuvent être appréhendés qu'à l'aune d'une approche vraiment régionale et à l'aune de ce qui caractérise l'ensemble du bassin méditerranéen, rive nord, sud et est confondus. Donc c'est vraiment, me semble-t-il, l'approche qu'il convient. Et puis j'ajoute un mot, mais qui relève de l'évidence, c'est que finalement la Méditerranée, c'est minuscule. Et c'est une approche régionale qui certes est traversée de multiples lignes de fracture, mais qui, à l'échelle du monde, est une toute petite région et qui, par ailleurs, est confrontée à des défis qui nous rassemblent, la lutte contre le changement climatique notamment, et la protection de la biodiversité évidemment. Et le Portugal, dans le fond, qui n'a pas la Méditerranée en partage, est concerné par la Méditerranée. La réponse est dans la présence du ministre, mais il peut intervenir d'ailleurs, oui, absolument. Oui. On va demander à Ricardo, sans formalisme, de nous dire par quelle magie géographique le Portugal est un pays... Venez nous rejoindre, monsieur le ministre. Est un pays méditerranéen. Bon, culturellement, le Portugal est un pays méditerranéen, vraiment. Toutes les influences culturelles, historiques sont vraiment méditerranéennes. Comme disait un grand géographe portugais, pour le lieu, c'est la côte atlantique, mais pour la culture, c'est la Méditerranée. Et en fait, l'Atlantique et la Méditerranée, moi, comme scientifique aussi, je les vois liés. La Méditerranée, à la fin, a été originée de l'Atlantique, parce que l'Atlantique, c'est un des océans les plus récents du monde. Mais vous vous rappelez qu'il y a un moment que la Méditerranée était complètement fermée. C'était vide, il n'y avait pas de l'eau. Et un jour, quand c'était 101 de eau de l'Atlantique qui a alimenté la Méditerranée. Et maintenant, comme vous savez, les eaux de l'Atlantique viennent en surface vers la Méditerranée. Il apporte aussi les thons rouges. Et les eaux profondes de la Méditerranée atteignent l'Atlantique et se dispersent. Et ça démontre une chose, on a en fait un océan. On a en fait un océan, mais un océan qui est vraiment diversifié. Il y a des mers, il y a des bassins, il y a de la diversité des habitats et de la diversité de la biodiversité aussi. Et certainement, c'est très, très, très important qu'on gère du point de vue local et qu'on gère du point de vue régional les différences qui existent dans le grand océan. Comme je vous disais hier, les eaux profondes de la Méditerranée atteignent les îles des Açores qui sont au milieu de l'Atlantique à 800 mètres de profondeur et apportent aussi les quelques pollutants qui existent ici. Bon, alors, on doit être concerné. Mais pour le Portugal, qui est aussi membre des structures qui font la gouvernance de la Méditerranée, quoique il n'y a pas de côte
vraiment dans la Méditerranée, il y a tout un intérêt du côté des interactions entre l'Atlantique et la Méditerranée et toutes les considérations culturelles parce que nous nous sentons des Méditerranéens, quoique Atlantiques aussi. Vous devez sentir aussi des Méditerranéens Atlantiques aussi. Et ici, quand je suis ici, je vois le petit port de pêche, et je vois toute cette passion pour la biodiversité, la mer, les océans. Je me sens, comme je disais hier, bisertain, comme je suis azorien. Merci. Merci beaucoup, Ricardo. Merci, Najib. Merci beaucoup, Karim. Merci, Karim, de ce que tu portes. Et puis rendez-vous avec toi à Marseille, je crois, non? C'est ça? Voilà, à Marseille en février prochain. Voilà. J'espère qu'il fera beau, hein, quand même. Il faut que tu nous garantisses ça. On va vous passer une petite... Merci beaucoup. On va vous passer une petite... un petit entretien que José Enrique Milo Roche, qui est le secrétaire général pour l'action de la Junta de Andalucía. L'Andalusia, c'est l'hôtel d'ailleurs qui s'appelle ainsi, nous avait fait et que nous n'avons pas diffusé hier. Et donc, dans le cadre de ce Parlement que nous essayons de mettre en place, Parlement de la Méditerranée, je sais que Bastia est tout à fait candidat à l'idée d'être un peu un centre, un épicentre. L'Andalousie, évidemment, est un partenaire important. Donc, je vous remercie de passer cette vidéo. Et dans quelques instants, nous allons demander à Stéphane Payet, qui est un de mes collègues diplomates, de venir animer, porter un débat avec des personnes exceptionnelles, voilà, qui sont ici présentes. Merci de passer. Bonjour, messieurs, dames, chers amis. Tout d'abord, je tiens à remercier l'organisation pour la déférence dont elle a fait preuve en invitant le gouvernement de l'Andalousie à participer. C'est un honneur de pouvoir m'adresser à vous au nom du ministère de la présidence de l'Andalousie de l'Espagne au Forum mondial de la mer Bizerte, lequel, avec cette 4e édition, s'est consolidé comme un rendez-vous unique au monde où les initiatives liées à la mer sont débattues et partagées. L'économie bleue est l'un des éléments fondamentaux du développement des territoires et de l'Europe dans son ensemble. La preuve en est la publication du rapport de European Union Blue Economy Report 2021 par la Commission européenne, qui offre une perspective sur l'impact de certains défis mondiaux, tels que le changement climatique, sur l'économie bleue. Cet aspect très important est très pris en compte dans notre région, l'Andalousie. L'Andalousie a près de 1000 km de côte, la majeure partie du côté méditerranéen, mais nous ne pouvons pas oublier notre côte aussi atlantique. Embrassée par les deux mers et étant la frontière sud de l'Europe, l'Andalousie a de grandes attentes dans le développement de l'économie bleue, étant quelques dynamiques productives. L'Andalousie considère la mer comme une ressource d'emploi et de richesse. Au sein de notre port d'Algeciras, le premier de l'Espagne et le 5e à l'Europe en trafic de fret, nous disposons d'un très important secteur de la pêche, dont les chiffres d'affaires s'élèvent à plus de 300 millions d'euros par an, ou de l'aquiculture qui connaît une croissance remarquable. L'importance de toute la côte andalouse se reflète dans le nombre de touristes qui visitent cette région de l'Andalousie, atteignant 60% du total et représentant plus de 17,5 millions de personnes par an. Un autre aspect sur lequel nous doublons nos efforts réside dans la mise en œuvre des énergies renouvelables marines, suivant ainsi l'engagement en faveur de la révolution verte initiée par notre président, M. Juanma Moreno. Par conséquent, les défis auxquels nous sommes confrontés en Méditerranée, de la pollution aux conséquences désastreuses de la pandémie, impliquent que nous devons adopter des réponses communes et coordonnées qui favorisent la coopération entre les régions qui partagent la mer même. Nous devons être ambitieux pour relever des défis auxquels nous sommes confrontés. L'importance que nous accordons à la Méditerranée, à l'Andalousie, se reflète dans des institutions prestigieuses telles que, par exemple, la Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée, un forum permanent de dialogue
et de coopération entre les acteurs publics et sociaux de deux rives de la Méditerranée. Un autre exemple de notre engagement en Méditerranée pourrait être notre participation permanente à des forums comme la Commission interméditerranée dont nous assurons la première vice-présidence. L'économie bleue, comme je l'ai mentionné auparavant, est l'un des piliers sur lequel repose l'action du gouvernement andalou. Il génère actuellement plus de 300 000 emplois, contribuant à plus de 10% de PIB, 17 000 millions d'euros. De même, et dans une vivacité de consolidation de cet engagement, au secrétariat général de l'action extérieure, nous menons un projet cofinancé avec les fonds FEDER de l'Union européenne dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Espagne-Portugal appelé Atlazul. Finalement, en ce sens, nous voulons promouvoir des politiques de croissance bleue en phase avec les priorités établies dans l'agenda européen en cette matière. Comme vous pouvez le constater, nous ne comprenons pas l'Andalousie sans l'importance de ces mers. C'est pourquoi nous nous félicitons de l'initiative lancée en ce forum par le Parlement méditerranéen de la mer, qui présente un intérêt particulièrement important pour notre région. Je suis sûr que ce dont nous partageons aujourd'hui dans ce forum sera la germe d'une collaboration interrégionale qui approfondira le bénéfice de tous nos citoyens. En conclusion, je tiens à réitérer ma gratitude pour m'avoir permis de participer à cet événement important au nom du gouvernement d'Andalousie dans l'Espagne. Je reste, comme toujours, à votre entière disposition. Merci beaucoup.